Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Les traces électroniques qu'on laisse sur le web peuvent-elles revenir nous hanter un jour devant un tribunal? Est-ce que le gouvernement a de réels pouvoirs pour forcer les géants de l'alimentation à geler ou baisser carrément les prix? Et les avocats de la défense abusent-ils de l'aliénation mentale comme argument? Trois grandes questions ce matin. On va tenter d'avoir de bonnes réponses avec notre chroniqueur. Il est avocat, docteur en droit, Frédéric Bérard. Salut! Salut! On va revenir sur ce qui s'est passé à Ottawa, la deuxième semaine du procès des deux organisateurs des manifestations d'Ottawa, ce qu'on appelait le convoi de la liberté. Les procédures qui ont été ralenties par la présentation des preuves qui provenaient des réseaux sociaux, et Dieu sait qu'il y en a eu pendant tout ce qui entourait ce fameux convoi. Donc, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique, c'est une nouveauté. Comment les tribunaux doivent s'adapter maintenant à ce dépôt de preuves qu'on va chercher sur les médias sociaux? Ben, ce sont des preuves qui sont importantes, hein, Frédéric, évidemment, là, particulièrement dans des cas comme ceux du convoi où on sait que l'organisation de celui-ci s'est faite très, très essentiellement par les réseaux sociaux avec des commentaires, évidemment, tout simplement déplorables, des attaques diffamatoires, des menaces souvent de voies de fait et autres. Tout ça pour dire que le volet électronique est admissible en cours, hein, comme il a toujours été, sous réserve, par contre, de l'élément suivant, c'est qu'on doit faire la preuve, la couronne doit faire la preuve que c'est bel et bien la personne visée qui a écrit les commentaires en question. En d'autres termes, il pourrait y avoir un moyen de défense qui serait celui-ci, c'est-à-dire, je comprends que c'est mon compte Facebook là qui a émis tel commentaire, mais ce n'est pas moi qui était derrière le clavier. Donc, outre cette difficulté, je te dirais que de manière très, très générale, oui, effectivement, ce type de preuve est maintenant admissible et ça peut coûter cher à ses auteurs. Hein. Regarde, il y a plusieurs qui ont été condamnés de propagande haineuse, entre autres choses, de menaces de voies de fait et autres, du fait de publications ou de messages qui ont été envoyés en privé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de confidentialité. On peut aller chercher des photos sur un profil Instagram ou un profil Facebook, parce que là, on parle beaucoup des commentaires pour le convoi de la liberté. C'est-à-dire que là, ça va changer un peu notre relation. Lorsqu'on dit qu'on laisse des traces sur le web, ça peut revenir nous hanter. Oui, en fait, je vous dis, j'aurais tendance à dire que certains auraient dû y penser un petit peu avant. Mais oui, non, effectivement, quand vous utilisez votre compte Facebook, Instagram ou autre média social, c'est considéré comme faisant partie de l'espace public. Hein. C'est un peu comme si j'allais sur la rue principale au Saguenay avec une pancarte avec des propos, disons, en appelant à la haine, des propos diffamatoires, en appelant à la violence, et quelqu'un prenait une photo, bien très certainement que cette photo serait admissible en preuve. Donc, c'est un peu la même chose. Lundi, Frédéric, les patrons des 5 plus grandes chaînes d'alimentation au pays étaient convoqués à Ottawa pour une réunion avec les ministres Champagne et Freeland pour tenter de trouver des solutions à l'augmentation des prix. Ils ont promis de revenir dans 3 semaines avec un plan. Est-ce qu'un gouvernement comme le gouvernement canadien peut faire quelque chose? Est-ce qu'on pourrait, si jamais le plan ne nous plaît pas, est-ce qu'un gouvernement peut agir, faire des actions? Est-ce qu'il a ce pouvoir? Je me suis questionné là-dessus, Frédéric, puis le référent que j'ai trouvé, qui me semble le plus pertinent, c'est la loi anti-inflation qui, ironiquement, avait été adoptée par le Parlement dans le temps de Trudeau père. Et cette loi-là visait à contrer justement une espèce de mouvement inflationniste là, qui était spectaculaire au début des années 70 au Canada. Et pour ce faire, le fédéral avait décidé de geler les prix, de geler les salaires et autres, mais ce faisant, tu auras compris qu'il intervenait donc dans des champs de compétences provinciales. Or, la Cour suprême lui a dit, cette loi-là, elle est constitutionnelle parce qu'il y a la théorie de l'urgence nationale qui s'applique, parce qu'on est ici évidemment dans une crise qui était assez patente, merci. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y en avait plusieurs qui disaient, des experts disaient, cette loi-là servira à rien, ça va être pire. La Cour suprême a dit, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Moi, j'ai juste à me prononcer sur la constitutionnalité de la mesure. Donc, si on amène ce que je viens de te dire là, si on ramène ça en 2023, est-ce qu'on pourrait invoquer l'urgence nationale en disant que les paniers d'épicerie constituent très clairement une portion, peut-être maintenant aujourd'hui, démesurée des revenus de l'individu ou d'une famille? Je pense que ça se plaide bien et de ce fait-là, utiliser un peu l'espèce de même mécanisme. Mais là, les grands principes de liberté, d'économie de marché, de capitalisme, il n'y aura pas un choc là, si jamais le gouvernement décide d'intervenir? Oui, tu as absolument raison de le dire. On vit dans une économie de marché qui fait en sorte que les gouvernements sont relativement
frileux. Mais ceci dit, ce serait pas la première fois non plus quand on regarde, par exemple, les producteurs de lait au Québec qui sont assujettis à certains quotas, doivent en acheter. Il y a une régulation. Même chose pour la Commission canadienne du blé. En d'autres termes, l'État canadien, puis là, la Commission canadienne du blé, ça remonte à loin. Là, c'était le New Deal canadien dans les années 30 qui avait été adopté à l'époque aux suites du New Deal américain. En d'autres termes, l'État se réserve ce droit d'intervenir d'un point de vue économique pour fixer les prix. Parfois, quand il y a lieu, c'est excessivement, on s'entend, rarissime parce que tu as raison de le dire, ça va à l'encontre d'une économie de marché, mais dans certains cas, il n'y a peut-être pas d'autres options. Mais dernière chose là-dessus, si jamais on en arrive là, est-ce que c'est une mesure temporaire ou c'est une mesure qui pourrait devenir permanente? Là, tu viens de sortir la question à $1 million parce que tu as bien entendu ce que je t'ai dit. C'est en 72, on avait invoqué la théorie de l'urgence nationale. Donc, pour invoquer celle-ci et donc pour envahir les champs de compétences québécoises et d'autres provinces, il faut encore qu'il s'agisse d'une urgence de 1, et par définition, si c'est une urgence, il y a une limite de temps à ça. En d'autres termes, il va falloir un jour que l'urgence se termine. Donc ça va faire partie là, du volet peut-être plus subjectif qui aura été évalué par les tribunaux. Si, évidemment, les épiciers décidaient d'amener ceci, de judiciariser une loi ou un règlement de ce type, qui n'est pas nécessairement évident non plus, peut-être qu'ils vont vouloir plutôt prendre leur trou et passer à autre chose. Bon, Frédéric Bérard, je sais que tu te spécialises en droit constitutionnel, mais on va terminer avec un sujet qui touche plus le droit criminel parce qu'on suit beaucoup ici cette histoire de l'homme qui est accusé d'incendie criminel en lien avec des feux de forêt à Chibougamau et à Chapelle, qui devra subir une évaluation psychiatrique pour déterminer sa responsabilité criminelle. La fameuse, ce recours donc à dire l'aliénation mentale, la responsabilité criminelle, est-ce que c'est une stratégie qui est parfois surutilisée par les avocats de la défense? En fait, c'est une stratégie qui est surutilisée par les médias, je te dirais, parce que les médias en parlent beaucoup plus que ce que peut être la réalité, puis c'est normal, parce que ça fâche les gens, ça les choque, là, en bon québécois, en disant, voyons donc, tu peux pas invoquer le fait que t'es fou pour faire tel ou tel truc. Or, la réalité, c'est que d'un point de vue mathématique, Frédéric, ce type de défense-là est invoqué avec succès peut-être dans 0,01% des cas. Là. Ça n'existe à peu près pas, et ça existe encore moins depuis, tu te souviens de la triste, l'épouvantable tragédie, en fait, de l'affaire Guy Turcotte. Il y avait un dossier parallèle au dossier de Turcotte dans l'Ouest canadien, et la Cour suprême avait entendu cette décision-là et avait resserré les règles sur l'aliénation mentale, ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile aujourd'hui que ce ne l'était à l'époque d'invoquer ce type de défense. Mais attends, je veux comprendre. Est-ce que aliénation mentale et non criminellement responsable, on parle de la même chose? En fait, c'est deux concepts qui se rejoignent. L'aliénation mentale, c'est la défense comme telle. Je plaide que mon client, souffre d'aliénation mentale. Et la conclusion de tout ça, c'est la non-responsabilité criminelle. En d'autres termes, la personne ne serait pas acquittée au sens fort du terme. On la jugerait tout simplement non criminellement responsable, qui revient un peu au même, mais il y a une distinction, je te dirais, qui est symbolique à cet effet-là. Donc, ce que tu mentionnes, c'est que oui, ça peut être évoqué, mais que ça fonctionne, ou c'est très rarement accepté devant un juge, c'est ça? Oui, absolument, parce qu'il faut faire cette preuve-là. Et là, comme je te disais, depuis l'affaire Turcotte, ou l'autre affaire parallèle plutôt, les critères ont encore été resserrés davantage, ce qui fait en sorte qu'on est dans des cas ultra rarissimes. Et en même temps, moi, j'invite je comprends que les gens d'être fâchés là, dans ces trucs-là, mais pour faire la distinction entre ce que plaide un avocat et le succès de ce qu'il aura plaidé, premièrement, et deuxièmement, dans des cas très, très réels, très, très concrets, ça existe qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais pour être capable de plaider avec succès une défense du genre, ça prend des expertises longues comme le bras et d'expertises indépendantes et de contre-expertises, évidemment, là, qui ne sont pas capables de s'attaquer au cœur du problème. En d'autres termes, ça n'est pas pris à la légère par les tribunaux, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser. Un chroniqueur qui est radiophoniquement responsable de ses propos à tous les mercredis sur les ondes de C'est jamais pareil. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur du mercredi. Merci beaucoup. Et je m'assume. Salut. Bye-bye.